Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Et ce soir, un seul sujet à l'ordre du jour, nous allons parler du procès et son jour. Alors, pour ce, nous avons comme invité notre analyste maison qui revient, Ambroise Momba, journaliste à Congo Web, analyste et expert en politique. Bonsoir Ambroise et bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Oui, ça va Nicole, merci. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Merci. Alors, Ambroise, les débats ont été clos. Les plaidoiries commencent déjà ce jeudi 11 juin. Mais dites-nous, comment avez-vous analysé l'étape d'audition des témoins par les tribunaux? Bon, j'ai d'abord constaté qu'il y a eu plusieurs témoins qui sont quand même venus faire des dépositions devant les tribunaux. J'ai quand même trouvé qu'il y a eu trois types de témoins. Il y avait des témoins à charge, il y avait des témoins à décharge, il y avait aussi des témoins neutres. Les témoins à charge, ce sont des témoins qui sont venus pour charger Vital Kamerhe. Kamerhe, oui. Non seulement Vital Kamerhe, mais les prévenus. Ils sont venus charger Vital Kamerhe, Mouima, Jamal Sami. Oui. Ce sont les témoins à charge. Et les témoins à décharge, ce sont des témoins qui sont venus pour les décharger. À partir de leur déclaration, on remarque qu'ils déchargent les prévenus. Et les témoins neutres, eux, ils ne sont pas venus pour charger. Ils sont venus pour donner certaines informations, quitte au tribunal de tirer des conclusions. Alors, pouvez-vous citer quelques... Et parmi les témoins, je vais citer les témoins que j'ai pu remarquer comme étant à décharge. Il y a d'abord ce témoin à charge et à décharge. Lorsque vous prenez par exemple le conseil principal du chef de l'État, Marcelin Bilomba, c'était un témoin à charge. À charge. Donc il est venu charger. Il est venu chercher Vital Kamerhe. Oui. Quand vous l'entendez, la manière dont il parlait, la manière dont il expliquait les choses, comment les choses étaient organisées, et la manière dont il a fait cette révélation par rapport au décaissement des 66 millions, 700 000 dollars américains, par rapport à Samibo seulement, vous comprenez que c'est un témoin à charge. Et il semble, quand je l'entends parler, il semble que il doit y avoir un problème personnel entre lui et le directeur de cabinet du chef de l'État, peut-être personnel par rapport au fonctionnement du cabinet. Est-ce qu'il est reproché certaines choses à Vital Kamerhe et peut-être maintenant, il a eu l'occasion de le dire publiquement. Et c'est ce qu'on a lu un peu entre les lignes. C'était un témoin à charge. Il y a les témoins, par exemple, comme Nicolas Kazadi. Coordonnateur du programme des 100 jours. C'était un témoin à charge. Il y a eu des témoins à décharge pratiquement trois personnes. Oui, Bitakura s'est révélé comme un témoin à charge. Oui, à charge avec raison. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord été cité. Il a été celui qui a été cité par Vital Kamerhe. Vital Kamerhe s'est appuyé sur Bitakura pour justifier le décaissement ou bien les paiements des Samibo Congo sur base d'un contrat signé par Bitakura. Mais lui, lorsqu'il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il se défend. Et lorsqu'il se défend, il charge en même temps Vital Kamerhe. Donc, c'était un témoin quelque part à charge. Mais il y a aussi des témoins à décharge. On a enregistré 3 personnes qui sont passées dans la soirée avant Marcelin Bilomba. C'était pratiquement des cadres de l'UNC. Et c'était des témoins à décharge. Molendo Sakombi pas tellement. Lui, c'était un ministre en fonction, un ministre des Affaires foncières, qui est venu répondre à une question liée au certificat d'enregistrement des Soraya. Il a répondu, ainsi de suite. Thomas Loaka, j'ai parlé d'abord des témoins à décharge. Donc, des membres de l'UNC qui étaient venus pour décharger Vital Kamerhe. Là où les uns disaient que dans la commission, on n'avait pas traité des questions liées aux prestataires pour choisir Samibo Congo ou Ousmal. Eux ont confirmé. Ils ont confirmé qu'au niveau de la commission, ils avaient reçu des responsables de la société Ousmal, par exemple. Alors,
On a noté aussi des témoins neutres comme le ministre Thomas Louaka, le ministre, l'ancien ministre des Finances, il y a Henri-Yves Moulang, l'actuel gouverneur. L'actuel gouverneur. L'ancien ministre du budget, c'était un témoin à charge. Les gouverneurs de la Banque centrale, un témoin neutre. Oui. L'ancien ministre du budget, l'ancien ministre d'État au budget, oui. À mon avis, il était neutre. Mais à un moment, il a porté les costumes de témoin à charge. À charge parce qu'il a dit que non, il connaît Jamal. Il y a longtemps, il a vu Jamal. Parce que Vital Kamerhe avait dit qu'il ne connaissait pas Jamal. Non, là, ce n'est pas un témoignage à charge. C'est pas à charge. Non, c'est un témoignage. Il faut rappeler que tous ces témoins ont déposé sous la foi du serment. Ils ont dit qu'ils vont dire la vérité, rien que la vérité. Oui. Lorsqu'on lui demande, vous connaissez Jamal? Il a dit oui. Vous l'avez rencontré où? Il a expliqué. Et puis il a rappelé qu'ils se sont retrouvés un jour dans l'antichambre de Vital Kamerhe. Il a été reçu le premier et il osait croire que Jamal Sami a été reçu après lui. Donc, mais il s'est révélé être un témoin à charge parce qu'il avait regretté lui-même de porter ce costume parce qu'il y avait des questions qui étaient venues de la défense de Jamal Sami qui avait quand même expliqué certaines choses par rapport au passé de Jamal Sami quand il l'a connu à l'époque de la Deuxième République, par exemple. Donc, toute cette déposition a fait qu'il soit un peu à charge un tout petit peu, mais ça dépend de ce que le tribunal va juger. Alors, qu'est-ce que j'ai pu aussi remarquer? J'ai pu remarquer qu'il y a eu une bataille. Une bataille, vous savez que le cabinet du chef de l'État est hétérogène. C'est un cabinet composé des membres de l'UDPS et des membres de l'UNC. Généralement, tous ceux qui sont de l'UDPS ont témoigné quelque part en faveur du chef de l'État et en défaveur de Vital Kamerhe. Et tous ceux qui sont de l'UNC ont témoigné en faveur de Vital Kamerhe pour le décharger. Donc c'est ça le caractère un peu hétérogène du cabinet du chef de l'État, et cette bataille se révélait au grand jour selon qu'on soit proche du chef de l'État ou de Vital Kamerhe. Et ça ne nous a pas donné une bonne image du cabinet présidentiel, effectivement même de l'organisation de cette administration publique. Vital Kamerhe a beau dire qu'il a impulsé une nouvelle administration au niveau de la présidence de la République, mais la manière dont les choses se sont organisées, c'est comme s'il y avait un petit cabinet dans un cabinet. Lorsqu'on entend par exemple le cadre de l'UNC expliquer comment les choses s'est passées, on semble voir qu'il y avait un petit cabinet dans un cabinet qui était en train de travailler. Et voilà un peu l'image que la déposition des témoins nous a donnée par rapport au cabinet présidentiel. Ok, alors comment avez-vous trouvé l'audition de Soraya Massaro, Amida, Chatur et le conservateur? Bon, d'abord, si nous parlons du conservateur, de Soraya et de Massaro, ça concerne seulement le titre des propriétés parce qu'on accuse Vital Kamerhe d'avoir obtenu une concession de Jamal Sami à travers Soraya Mpiana pour lui accorder le marché de gré à gré par rapport aux maisons préfabriquées. Et effectivement, ils étaient là pour attester si effectivement cette concession est vraie. Est-ce qu'elle a été effectivement octroyé à Soraya? Qu'est-ce qu'on remarque? Le plus important, c'est que la concession est vraie et elle appartient effectivement à Soraya. Mais le problème, c'est que Soraya ne reconnaît pas avoir obtenu quelque chose de pareil. Elle dit ne pas connaître Jamal Sami. Jamal Sami dit ne pas la connaître. Mais Jamal Sami dit seulement connaître Massaro. Mais le problème, c'est que lorsque on écoute maintenant Massaro quand on lui pose la question de savoir si c'est lui qui avait défendu les intérêts des Soraya Mpiana. Et c'est ce qui a fait polémique. C'est ce qui a fait polémique lorsqu'il accepte par exemple en disant que oui, je reconnais avoir donné les noms des Soraya, mais c'est les noms qui m'est venu à l'esprit. Lorsqu'on m'a demandé de donner le nom de la personne à qui il devait appartenir la concession. Votre point de vue personnel par rapport à ça, est-ce que... C'est un mensonge des écoliers. Oui, un mensonge des écoliers, ça veut dire un mensonge des écoliers. Ils ont appris ça quelque part. Ils ont été coachés alors. Ils ont été coachés, peut-être par leurs avocats.
ce sont des témoins qui ne devraient pas être assistés par les avocats, mais bien avant, c'était un préalable. Avant de venir, on leur a dit, quand vous allez arriver, on peut vous poser telle question, répondez comme ça. Et aussi autre chose, Vital Kamerhe s'est battu pour ne pas impliquer Soraya dans cette affaire. Et on a dit à Massaro, fais attention. Donc Massaro s'est sacrifié en quelque sorte. Oui, Massaro s'est sacrifié en quelque sorte. Donc, vous mettez des côtés. Parce que ça ne passe pas à dire que non, je n'avais pas le seul nom qui m'est venu en tête. Ambroise, vraiment. Donc, on a voulu. Donc, Ambroise, vous pouvez penser à moi aussi, hein, si vous avez un terrain. Le seul nom qui peut vous venir en tête, le nom de Nicole. C'est pourquoi on parle du mensonge des écoliers. C'est pourquoi on parle du mensonge des écoliers. C'est un homme marié, il a une femme, il a des enfants, des cousines, des nièces. Pourquoi seulement le nom de Soraya? Et d'ailleurs, ce jour-là. Bon, peut-être parce que les partis au procès avaient beaucoup de questions à poser. Mais les conservateurs... J'aurais voulu que les partis au procès, notamment le ministère public ou la partie civile, posent la question à Daniel Massaro. Au moment où nous parlons, cette propriété appartient à qui? Cette parcelle appartient à qui? À Soraya ou à quelqu'un d'autre? Il fallait qu'on lui pose cette question. Parce qu'il a dit qu'il avait donné les noms comme ça, sans en parler à Soraya. Mais au moment où nous sommes maintenant là, actuellement là, parce que dans les documents, c'est le nom de Soraya. Cette concession appartient à qui? À Soraya ou à quelqu'un d'autre? C'est la question qu'on allait poser à Massaro, mais malheureusement... il dit qu'il n'a jamais donné d'identité de Soraya, il ne connaît même pas sa date de naissance. Le conservateur était un peu coincé, hein? Parce qu'il a beau parler, il a beau dire que non, moi je ne connais pas Soraya, c'est lui qui m'a donné l'identité de Soraya. Dès lors qu'il a accepté, qu'il a donné les noms de Soraya, le reste devait venir de lui. Sini, c'est un mensonge des écoliers. Mensonge des écoliers, nous le disons également par rapport à Madame Chature, Amida. Lorsqu'on lui pose des questions par rapport à son compte, qui a été crédité de plus de 400 000 $ américains. À partir du mois de mars à avril. En avril 2019, 400 000 $ américains. Elle s'est exclamée, comment ça? Comment ça? C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc on ne peut pas mettre du coup 400 000 $ et il faut au moins 100 000, 200, pas du coup. C'est ce qu'elle a dit, non? Non, elle ne revenait pas. Peut-être qu'elle n'a jamais mis du coup 400 000 $. C'est ça, oui. Elle n'a jamais mis du coup 400 000 $. Et pour elle, elle explique qu'elle aurait peut-être que c'est la banque. Ou c'est son assistante. La banque qui a crédité ça une seule fois. Alors qu'elle a donné par tranche. Je ne sais pas que la banque ferait une opération comme ça. Je doute fort. Que vous versez votre argent aujourd'hui 100 000, demain vous versez 100 000. Donc la banque garde quelque part 100 000 jusqu'à 400 000 et puis et la banque va verser dans votre compte. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Oui. Donc c'est pourquoi nous parlons des mensonges des écoliers. Mais il appartient... Et tout ce qu'elle a eu comme cadeau qui fait polémique aussi. Il appartient au tribunal d'apprécier et de pouvoir bien comprendre. C'est peut-être pour cela qu'on a arrêté sa collaboratrice. Oui, sa collaboratrice Marie-Josée, oui. Elle a été placée sous MAP. Est-ce que c'est justifiable? Effectivement, oui. La procédure a été respectée? Oui, effectivement, dans l'opinion, on se pose la question de savoir, mais pourquoi pas Amida, pourquoi elle, oui. Et qu'elle soit arrêtée. Alors, quelque part, on se pose la question, pourquoi cela? Mais vous savez que la première fois lorsqu'on est allé la chercher, on ne l'a pas trouvée. Il y avait cette intention. Il y avait même un avis de recherche, hein? Oui. On l'a retrouvée après avis de recherche. Mais avant avis de recherche, on l'a cherchée, on ne l'a pas trouvée. Ça signifie que quelque part, la personne a l'intention de se soustraire de la justice. Mais lorsque vous mettez la main sur la personne, vous n'allez pas la relâcher avant la fin des enquêtes. C'est pour cela peut-être qu'on l'a retenue pour besoin des enquêtes. Peut-être que quand son innocence sera prouvée, elle va être relâchée. Eh bien, alors revenons un peu avec comment le conseiller principal du chef de l'État, Marcellin Bilomba. Comment vous aviez vraiment analysé sa déposition quand il parle de 66 millions au lieu de 57 millions? Quelque part, quand même, il y a eu un problème. Oui, effectivement, le problème, c'est que la première chose, lorsque Marcellin Bilomba parle à la télévision, parce que nous suivons les procès à la télévision, la RTNC, le réalisateur, a bien fait de prendre au même moment Vital Kamerhe. Et lorsqu'on regarde Vital Kamerhe, il n'a pas refuté les montants des 66 700 000 $ américains. Et lorsqu'il a réagi,
lorsqu'on lui a accordé la parole, il n'a pas réfuté. Il n'a pas réfuté, mais cette révélation. Il a remis en cause les études de Marcellin Bilomba. Ça, c'est autre chose. Les études, ça, c'est un autre débat. Parce que le problème du décaissement est là. On dit, Marcellin Bilomba dit qu'on a décaissé, on n'a pas décaissé 57 millions pour Samibo Congo, on a décaissé 66 millions 700 000 $ américains. Même les avocats de Jamal Sami sont surpris de constater que l'argent qui est censé être destiné à Samibo Congo a dépassé le seuil, a dépassé les montants qui étaient sur la facture, 57 millions de $. C'est pourquoi ils ont voulu savoir si les conseillers principaux détenaient effectivement ces relevés de la Banque centrale ou s'il avait raconté des choses. Mais il faut retenir une chose. Il faut retenir une chose, Nicole. Le conseiller principal fait sa déposition sous serment. C'est à ses risques et périls. Je dis bien évidemment que c'est un témoin à charge. Mais c'est à ses risques et périls. Il sait que le faux témoignage est une infraction. C'est une infraction, oui. Vous les voyez vraiment prendre ce risque de dire du mensonge? Non, parce qu'il y a aussi polémique, il y a, je ne sais pas, les gens ne comprennent pas, ils disent que non, relevés bancaires sont cachés de la banque, tout ça, c'est peut-être... Bon, ça c'est autre chose. Les relevés bancaires sont là. Les relevés bancaires sont là. Ben on se demande si ça provient vraiment de la banque ou... Est-ce que... Oui, c'est ça le problème. C'est ça le travail du tribunal. Oui. Le tribunal doit enquêter là-dessus. Lorsque le témoin vient, il vous donne des informations. Le témoin a fait sa déposition sous serment. Il vous dit, monsieur le juge, à la Banque centrale, je suis allé, on m'a donné le relevé. Voici les relevés. C'est à vous de considérer ça ou de rejeter ça. Et le ministère public qui a accusé Vital Kamerhe peut se saisir de ce dossier pour aller à la Banque centrale. Je pense que c'est maintenant le ministère public qui peut exiger la certification de ce relevé. Si ces relevés sont vrais, on peut exiger la certification de ce relevé. Mais le débat est faux au sein de l'opinion. Pourquoi? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous avez entendu la Banque centrale dire que c'est que Marcellin Bilomba dit est faux? Non. Parce qu'il a cité le gouverneur de la Banque centrale. On a touché aux réserves internationales. Il a cité le gouverneur de la Banque centrale. Par exemple, lorsqu'il dit que j'ai demandé, le gouverneur de la Banque centrale me demande, conseiller principal, qu'est-ce qu'on fait? J'ai continué à payer. Nos réserves diminuent. C'est justement parce qu'il est sûr de l'information qu'il met à la disposition du tribunal. Donc, ce débat est faux au sein de l'opinion. Même Vital Kamerhe lui-même n'a pas réfuté. Même Jamal Sami n'a pas réfuté. Même la Banque centrale n'a pas démenti. Donc, il faut arrêter quelque part de dire que 66 millions de $, on a remis à Sami. Et d'ailleurs, 57 millions, sa commande était de 12 millions. Et d'ailleurs, finalement, tout cet argent. Oui. Et d'ailleurs, ces jours-là même, le ministère public a réagi. Après la déposition de Marcellin Bilomba, avant que Marcellin Bilomba ne reparte, le ministère public a réagi en disant effectivement que la Banque centrale lui avait déposé les mêmes relevés. C'est que le ministère public est déjà en position de nous avons suivi. Mais le problème, c'est qu'il faut retenir, c'est que est-ce que ça aura une incidence sur le procès? Est-ce que la déposition de Marcellin Bilomba aura une incidence sur le procès? La première chose, c'est qu'on peut peut-être établir tout simplement qu'il y a eu des tournements. Mais par rapport à la citation à prévenu, je ne pense pas qu'il y aura une incidence. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrat judiciaire qui lie les parties au procès. C'est la citation à prévenu. Dans la citation à prévenu, on parle des 48 millions. On ne parle même pas des 57 millions. Des 57 millions, oui. Les 57 millions sont venus de Jamal Sami, qui reconnaît avoir perçu 57 millions. Dans la citation à prévenu, il n'y a pas 66 millions 700 000 $ américains. Voilà pourquoi ça peut mettre en difficulté le tribunal à pouvoir dire quelque chose, parce que dans la citation à prévenu, il n'y a pas ça. Mais au moins, ça prouve, noir sur blanc, qu'il y a un décaissement de plus.
dans cette affaire. Et dans les réseaux sociaux, on dit qu'il y a contredit entre l'ancien ministre de Finances et le gouverneur de la Banque centrale sur le montant payé à je ne pense pas qu'il a contredit l'ancien ministre de Finances. Je venais de dire au début de l'émission que l'ancien ministre de Finances est un témoin neutre. Il est venu pour répondre aux questions. On dit même que non, c'est lui qui a occasionné les détournements. Il est venu, non. Il est venu pour répondre aux questions. On lui pose la question, monsieur le ministre, aviez-vous payé 57 millions de dollars américains? Oui. Sur ordre de qui vous aviez payé ça? Sur ordre du directeur de cabinet. Comment il vous avait donné cet ordre? Il m'avait écrit et à un moment, je me souviens de son appel téléphonique. On se limite là. Et comment le tribunal voulait tout simplement savoir sur ordre de qui le ministre des Finances avait payé. Et pour le gouverneur de la Banque centrale, on voulait seulement savoir comment est-ce que le paiement est passé de EcoBank vers la Rabobank. C'était ça la question principale pour le gouverneur de la Banque centrale. Donc on ne leur avait pas posé la question par rapport aux 106 millions. Si Marcelin Bilomba était passé bien avant eux, on leur avait posé la question. C'est pas qu'il leur a contredit. Donc il faut peut-être qu'on puisse aller vers eux. Oui. Et comment avez-vous trouvé l'escalade verbale entre lui et Vital Kamerhe? Bon, cette escalade verbale, vous savez que Vital Kamerhe a pris tout son temps pour parler du chef de l'État. Sur instruction du chef de l'État. Sur instruction du chef de l'État. Il a chanté ça pendant toutes les audiences. Marcelin Bilomba est venu pratiquement pour effacer, pour balayer ça d'un revers de la main. Pour effectivement dire qu'effectivement on ne peut pas dire sur instruction du chef de l'État, comme si Vital Kamerhe était le seul à accéder au chef de l'État. Marcelin Bilomba veut tout simplement dire qu'il n'était pas le seul à accéder au chef de l'État, lui aussi accède au chef de l'État. Et par rapport à cette escalade verbale, Marcelin Bilomba ne veut pas qu'on fasse porter le chapeau au chef de l'État. Il explique que le chef de l'État est l'autorité suprême, il donne la vision, il impulse, il donne les instructions. Mais c'est lui qui doit exécuter les instructions. Mais il a fait quand même des révélations. C'est lui qui doit exécuter. Qu'il y avait quelques failles au niveau de la présidence, que le chef de l'État doit quand même revoir son cabinet. Effectivement, ça prouve tout simplement que Vital Kamerhe n'a pas voulu donner des responsabilités à ses collaborateurs au sein du cabinet. Il a préféré travailler seul. Et les autres, on les considère pratiquement comme des marionnettes. Ouais, dernière question, comment entrevoyez-vous, parce que nous sommes déjà à la fin, donc on court après les temps, et comment entrevoyez-vous l'issue de ce procès, acquittement ou condamnation? Difficile, mais après la déposition des témoins, la balance penche vers une condamnation. Mais ça dépend. Il faudra maintenant qu'on apporte des preuves de détournement. Des preuves, oui. On a parlé des preuves intentionnelles, des preuves documentées, mais la balance penche vers la condamnation. Merci beaucoup Ambroise, merci d'être venu, merci pour vos analyses et ça sera tout. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, mesdames et messieurs, Ambroise Momba, journaliste à Congo Télévision, analyste et puis expert maison en matière politique. Et c'est tout. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.